Le droit et le tordu, c'est le sous-titre de cette émission. Vous savez, c'est une référence à la phrase de François Mitterrand qui disait « J'ai deux avocats, Robert Badinter pour le droit et Roland Dumas pour le tordu ». Et vous allez voir qu'il faut parfois être un peu tordu pour faire du droit. On va en parler. Mais surtout, peut-être qu'on fera référence à cette fameuse formule de Jean Giraudoux « Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination ». Et on va en parler avec nos invités à travers deux livres formidables. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous publiez avec Laura Elmaki, mais aussi avec Elsa Auriol et Pancho, vous êtes mis à 4, mais on va voir pourquoi, un livre qui s'appelle « Des hommes, des femmes, nos libertés » et qui revient sur les droits de nos libertés et surtout aussi sur les personnalités qui ont mis ces droits à jour, quoi. Alors, je vous présente tout de suite vos deux co-auteurs. Alors, il y a Laura Elmaki qui est professeure à Sciences Po, qui est aussi qui a écrit avec vous, et puis des formidables illustrations qu'on doit à Elsa Auriol. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors, vous êtes illustratrice, vous êtes peintre, vous avez publié beaucoup de livres pour la jeunesse, notamment. Oui. Alors, il y a un des derniers ouvrages, voilà, je le montre, c'est Haut les cœurs. Oui, alors Haut les cœurs, c'est un roman pour adolescents. Voilà. Donc ça change un peu des Là, albums. Il n'y a pas d'image de couleur. Ce sont des dessins noir et blanc. Il y a des dessins, des dessins noir et blanc. Et c'est un texte qui parle du deuil. Donc, absolument. Voilà. Et il y a un autre livre qui vient de paraître aussi, qui s'appelle je ne t'abandonnerai jamais. Voilà, qui est là, pour le coup, un livre jeunesse, un livre illustré, un album illustré, jeunesse. Petite fille qui n'a peur de rien, sauf d'être abandonnée par ses parents. Et elle va trouver, au contact à la nature, elle va trouver la réponse à ces questions qui sont très mystérieuses pour elle. Et puis Pancho, merci d'être ici. Alors, merci. Tout le monde vous connaît, vous êtes un formidable dessinateur et illustrateur. Alors on vous retrouve toutes les semaines au Canard enchaîné, mais vous avez dessiné aussi pour Le Monde, vous dessinez aussi pour le New York Review of Books et le Guardian. Et puis, alors, votre dernier ouvrage s'appelle Fake Book. Alors, sont vos dessins politiques, hein, oui, c'est des dessins surtout, oui, il y a des dessins politiques, mais c'est des dessins qui ont une certaine actualité intemporelle. Je veux dire, des choses qui ne passent pas vraiment dans la société ou qui reviennent. Alors, j'ai mis au début pas mal de dessins sur la guerre en Ukraine parce que c'est sorti en juin. Et c'est ça, on voit Poutine qui dit non, on ne va pas leur faire la guerre, on va leur faire l'amour, hein, par exemple. Oui. Et alors, l'éditrice a voulu mettre aussi des portraits que j'avais fait pour le magazine littéraire, pour The Guardian de Londres. Voilà, les portraits d'Albert Camus, d'Édouard Glissant, de Billie Holiday, de Balthus, oui, des portraits absolument formidables. C'est vrai que c'est... quel talent. Et puis il y a des dessins précurseurs que tu avais fait il y a assez longtemps, il y a quelques années. Oui, il y a un dessin au début où il y a Poutine nostalgique de l'Union soviétique. Je l'avais fait en 2001 au Monde. Ah voilà, oui, en 2001. En 2001. C'est alors qu'à l'époque, tout le monde se disait, ça va être un nouveau visage de la Russie. Oui, il va être gentil. Oui, il va être très gentil, il faut l'accueillir dans l'Europe, etc. Exactement, oui. Ah oui, formidable. Et alors, vous avez illustré avec Elsa Auriol ce livre « Des hommes, des femmes, nos libertés ». Et on peut dire aussi que la liberté, c'est quelque chose que vous connaissez, et la privation de liberté aussi, vous avez connu ça. Donc, quelque part, parce que j'ai dû partir de l'Uruguay, le pays où j'avais grandi, qui c'était une démocratie, et c'était le pays le plus démocratique de l'Amérique du Sud. On ne pensait jamais qu'il pouvait y avoir une dictature, et il y a eu une dictature en 1973. Et là, j'ai dû partir, j'ai travaillé dans la presse qui était d'opposition, tous ces journaux-là, on était fermés. Et alors, oui, j'ai connu la censure, la privation de liberté, mais je suis parti à temps parce qu'après, ça a été pire. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à des différents groupes au début, et les plus radicaux, après les Tupamaros, après les partis communistes, après avec les syndicats, avec les socialistes, après les démocrates chrétiens, après tout le monde. Je suis parti avant tout ça.
Mais c'était la privation de liberté pendant 12 ans, et pas que. Il y a des disparus, il y a Et des plus, morts, il y a la torture. privation de liberté avec aussi des crimes. Oui. Et vous êtes arrivé en France en 83, c'est ça? Non. Je suis parti d'abord en Argentine parce que j'étais fils unique. Ma mère habitait en Uruguay. Et alors en Argentine, il y a une autre dictature qui s'est préparée en 76. Oui. Alors avec ma famille, dès l'époque, on est parti au Venezuela quelques années. Et après, on est venu en France. D'accord. Et voilà. Et donc je voulais simplement dire que le thème de la liberté, c'est pas juste une idée pour vous. Oui, voilà. Non. Je voulais préciser une chose par rapport au livre. Par rapport à Facebook. Non, au livre des hommes, des femmes de liberté. Non, c'est que on a fait des portraits avec Elsa et les portraits en couleur ont été peints par Elsa et les petits portraits en noir et blanc, c'est moi qui les ai faits. Mais on va en voir quelques-uns pendant l'émission quand on va parler justement des personnages par lesquels ces libertés sont souvent nées. Voilà. Donc on va évidemment en parler pendant l'émission. On va voir quelques-unes des illustrations et d'Elsa et de vous. Et alors j'ai une mauvaise nouvelle. Vous savez que le Père Noël a été arrêté? Non. C'est embêtant, pas quelques jours de... À quelques jours avant de déposer ses... Figurez-vous qu'il était en télétravail à Champigny-sur-Marne, parce qu'il avait un peu marre du pôle Nord. Et là, il y avait tellement de flux sur Internet que les policiers ont été alertés, ils sont allés voir, et ils ont arrêté le Père Noël. C'est pas vrai, Raphaël Gostra? Exactement, c'est ce que je raconte, et là il faut le juger maintenant pour tout ce qu'il a fait. On va parler, c'est aussi un livre intelligent, drôle et voilà, et enrichissant. C'est pas le procès du Père Noël, c'est aux éditions Hendrik B. J'ai oublié de préciser que des hommes, des femmes, nos libertés, c'est chez Dalloz. Alors Dalloz, d'habitude c'est les codes, c'est des livres un peu. Alors chaque année il publie un beau livre. Et cette année, c'est celui-là. Hein. Exactement. On a eu cette chance. Alors, oui, on va parler de ce procès du Père Noël. En effet, je disais, le Père Noël est arrêté. Il y a plein de griefs qui sont retenus contre lui, des charges qui sont retenues contre lui. Et puis, il y a des témoignages. Et puis, ce procès s'ouvre. Alors, il va y avoir des témoignages, il va y avoir plaidoirie, réquisitoire. On va en parler tout de suite. On va d'abord se demander de quoi accuse-t-on le Père Noël ? Alors, d'abord, on va parler de cette arrestation. Hein. Vous n'avez jamais dessiné le Père Noël ? Oui. Si, hein, vous auriez pu illustrer. Alors, il est arrêté. Qu'est-ce qu'il fait à Champigny ? Alors, vous ne dites pas que c'est sur Marne, mais enfin, c'est quand même la ville de Georges Marchais. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai imaginé qu'il s'était installé là en télétravail depuis le Covid. Et ce qui a alerté les autorités, c'est cette maison où il habite, en fait, et la cheminée est en activité toute l'année. Donc ça a mis les autorités sur une piste et se sont rendus compte que le Père Noël travaillait depuis Champigny en télétravail. Et donc, en s'intéressant à son cas, le parquet a décidé de le poursuivre pour toutes ces activités qui semblent peut-être illégales. Absolument. Alors, on peut... De quoi accuse-t-on le Père Noël ? Les premières infractions, c'est la violation de domicile et de l'espace aérien français. Oui. Il rentre par la cheminée, il demande à personne l'autorisation d'entrer. C'est vrai que ça, c'est... Mais totalement, et ça ressemble plutôt à une intrusion chez les gens de cambrioleurs que de Père Noël. Donc, et j'ai joint les deux entre violation de domicile quand il rentre chez les gens et violation de l'espace aérien avec le traîneau, parce qu'il survole l'espace aérien français sans autorisation des autorités. Et donc pour ça, il est en cours, j'ai joint les deux, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende quand même. Voilà. J'ai oublié de préciser, vous êtes chargé d'enseignement de droit et chargé de recherche à Paris-Saclay, à l'université de Paris-Saclay. Donc c'est vraiment un livre de droit, mais c'est un peu comme vous, c'est-à-dire c'est du droit, on peut s'adresser à tout le monde à travers le droit. Voilà. Alors deuxième catégorie d'infraction, c'est l'exploitation et le travail forcé des lutins. Oui, alors ça c'est là que ça va chercher loin, parce qu'on peut se poser la question des conditions de travail des lutins, qui sont un peu forcés de travailler dans l'usine. Ils ont beaucoup de mal à trouver du travail, les lutins, en fait, en dehors de l'usine à jouets du Père Noël, parce que depuis l'arrêt Morsang-sur-Orge, qui interdit le lancer de nains en boîte de nuit, ils peuvent plus travailler comme ça dans les boîtes ou faire des spectacles en France. Et donc, est-ce que le Père Noël ne profite pas de cette situation des lutins, qui ont beaucoup de mal à travailler, pour en fait les exploiter et les asservir, quoi.
C'est très compliqué pour eux. Alors, Et leur plateforme en plus pour trouver du travail qui s'appelle Pôle Nord Emploi est très saturée, donc c'est vraiment difficile pour les lutins. de trouver du boulot, oui, absolument. Exactement. Il y a que ça comme boulot. Enfin, ce qu'on leur propose, c'est de travailler avec le Père Noël. Donc, Et donc en plus ils les logent, ils sont logés au pôle Nord toute l'année dans des conditions pas évidentes puisqu'ils sont en collant avec le froid du pôle Nord et tout. Est-ce que la tenue de travail est adaptée? Et donc pour le travail forcé des lutins, là ça va chercher jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Donc c'est pour ça que c'est une cour d'assises qui juge le Père Noël. Voilà. Et on verra qui sont les jurés dans un instant. Mais ce qui est très drôle, et vous faisiez référence au lancer de nain, c'est-à-dire qu'il y a des références à des arrêts de cours, enfin de cours d'appel, de juridiction constantes dans votre travail. Et au-delà de l'humour, voilà, il y a des références évidemment juridiques. Troisième infraction, c'est acte de cruauté envers les reines. Ouais, totalement. Et là, c'est pareil, c'est 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende aussi. Parce qu'il les fait quand même travailler 24 heures et plus, même avec les décalages horaires. Donc certes, c'est qu'une seule journée, mais bon, c'est bon. On verra, voilà la défense qui dit oui, d'accord, 24 heures, mais enfin, il travaille 15 jours par an, quoi. Effectivement, mais bon, le parquet a essayé de chercher large. Oui, et puis il y en a un qui a une sorte de clignotant aussi. Hein. Rodolphe, ouais. Donc se poser la question des manipulations génétiques sur les rennes aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Et puis, 4e catégorie d'infraction, c'est la livraison de jouets contrefaits ou défectueux. Oui, celle-ci c'était la plus étrange parce que je crois qu'on n'a jamais vraiment réalisé que les enfants commandent des jouets sur des catalogues et les jouets sont fabriqués par Lego, Ravensburger, Mattel, et le Père Noël fabrique lui ensuite ces mêmes jouets et les livre. Donc il y a une contrefaçon des jouets qui sont conçus par d'autres marques et c'est le Père Noël qui les refabrique. Et ensuite, il y a la livraison des jouets dangereux. Et là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jouets qui étaient souvent retirés de la vente parce que soit ils étaient dangereux pour les enfants, soit ils causaient beaucoup de blessés. J'ai même trouvé un petit kit de petits chimistes qui a été retiré de la vente aux États-Unis dans les années 60 parce qu'il y avait un matériel radioactif dedans, en fait, dans les substances. Et cette même marque avait aussi fait une boîte de bricoleurs avec une vraie scie sauteuse pour les petits garçons. Ah, d'accord. Donc il y a eu des doigts coupés. Donc voilà. Et ça, c'est le Père Noël qui le livre quand même. Oui, quand même, oui. Donc il est un peu complice de tout ça. Alors c'est ce que la Cour va devoir juger. Voilà. Oui, parce que voilà, il faut expliquer. Donc il est arrêté. Il y a ces chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Après, on va en parler. Il va y avoir des témoignages, évidemment. Il y a une enquête. Et puis il y aura un procès. Et ce sont les lecteurs du livre qui sont au fond les jurés tirés au sort et qui vont devoir dire s'ils condamnent ou pas le Père Noël. Mais alors on avance. Alors il y a des on recherche évidemment les antécédents policiers, les antécédents judiciaires. Alors, et là c'est des vrais procès. Par exemple, j'ai noté par exemple vous avez un arrêt de la Cour d'appel du 14 août 2020 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné un Père Noël dans un centre commercial parce qu'il avait été licencié par ses employeurs au motif qu'à la vue de tous les bambins, il avait fumé, bu et était parti avec la recette de la journée. Un Père Noël de centre commercial, ouais. Ça, c'est fait partie des antécédents qu'on peut retenir. En fait, dans le début du livre, j'essaie de faire c'est le président de cette cour d'assises qui explique aux jurés les 4 chefs d'accusation retenus contre le Père Noël, pourquoi et les peines encourues. Et ensuite, quand même, il leur fait le casier judiciaire du Père Noël. Donc là, j'ai essayé de trouver les affaires qui concernaient le Père Noël. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a quelques-unes aux États-Unis, des gens qui essaient de changer de prénom pour s'appeler Santa Claus, des trucs comme ça. Oui, il y avait débaptisé Père Noël et je crois que c'est la cour de l'Ohio qui a dit non, c'est pas possible. Le Père Noël, c'est le Père Noël. Oui, exactement. Il ne peut y en avoir qu'un seul. Donc il y a des affaires comme ça. En France, il y a cette affaire là, du Père Noël qui avait essayé de partir, qui est parti dans un centre commercial avec la caisse en buvant de la bière et en fumant peut-être pas que des cigarettes devant les enfants dans le centre commercial. Et ensuite, il y a aussi quand même les antécédents administratifs. Et là, ils sont plutôt favorables au Père Noël. C'est tous les arrêtés municipaux qui ont été adoptés récemment pour que les gens en fait déblayent leur jardin et fassent un peu de place pour le traîneau, accueillent les lutins et tout. Et ça, ce sont des vrais arrêtés municipaux qui ont été pris en France. Il y en a peut-être 5 ou 6 maintenant. Après le Covid, c'était les maires qui voulaient un peu certifier aux enfants juridiquement que le Père Noël existe. Donc il y en a encore un qui a été adopté il y a quelques jours dans la commune de... j'ai plus du tout le nom, c'est pas très grave, mais il y en a quand même pas mal. D'accord, donc il y a des arrêtés, voilà. Ils sont plutôt favorables au Père Noël. Alors, donc il y a les chefs d'accusation, il y a les antécédents, et il y a les témoignages après. Ouais, c'est alors ça. il y a la mère Noël qui est plutôt sympa, elle dit que c'est un bon type, quoi, le Père Noël. Ouais, en fait, le procès, c'est 5 jours de témoignage. Oui.
Donc le lecteur peut lire les 5 journées. Le premier jour, c'est les proches du Père Noël, donc c'est la Mère Noël. La Mère Noël et les lutins. Et les lutins, donc un lutin qui a démissionné pour burn-out et un lutin qui est toujours en poste. Et donc là, voilà, ils expliquent un peu leurs conditions de travail et tout. Puis il y a... Il y en a un qui dit, moi je travaille depuis plus de 100 ans. C'est le patron des lutins, en gros. Donc c'est normal qu'il le défende, quoi. Je travaille depuis plus de 100 ans pour lui, c'est un honneur, c'est formidable. Voilà. Mais il y en a un autre qui dit pas du tout. Évidemment, c'est le responsable de la fabrication des jeux qui vous dit ça, mais c'est bien pire que... Enfin, nos conditions de travail sont terribles, quoi. Il y en a un. Bah c'est ça, déjà ils parlent de cette histoire de collants. Ensuite, c'est très dur d'être... comme ils vivent tous ensemble toute l'année au pôle Nord, c'est très difficile. Puis le Père Noël n'est pas là puisqu'il est à Champigny, donc c'est géré par des lutins qui sont là depuis plus longtemps et tout. C'est assez difficile, les conditions de vie des lutins. Mais est-ce que ça constitue un travail forcé ? C'est pas acquis non plus. Voilà, c'est une des questions. Et il y a aussi un interprète des raids. Qui vient témoigner, parce que qu'est-ce qu'ils pensent les raids, et il interprète les raids. Il y a le témoignage du reine Rodolphe, Voilà, et là il y en a un qui dit, comme on est serve de feu que 3 mois, ça m'est égal, quoi. C'est le reine Rodolphe, parce que son nez clignote, du coup. Donc il y a ça, d'abord, il y a les proches, après il y a les célébrités. Les personnalités. Personnalité, c'est très drôle, il y a Karl Lagerfeld, par exemple, qui est invoqué, qui dit, le Père Noël, c'est rouge, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver l'enfance. Ça, une référence à ce qu'il avait dit sur le gilet jaune, évidemment. Alors, Vladimir Poutine est très copain avec le Père Noël. Oui, donc il vient témoigner au procès, lui apporter son soutien en visio, puisqu'il préfère pas se rendre dans une cour française. Et en fait, c'est parce qu'il y a une vraie affaire en Russie avec un avocat de Saint-Pétersbourg qui a porté plainte contre la société russe qui gère le village du Père Noël. Et il estime que depuis qu'il est enfant, il a envoyé des listes de cadeaux à cette société, comme les gens envoient en France à Libourne par la poste leur liste au Père Noël. Oui. Et il n'a jamais reçu les cadeaux. Donc il a porté plainte contre cette société donc l'année dernière. Et Poutine a été interrogé là-dessus en conférence de presse il y a 2 ans. Et il a dit que l'avocat du Père Noël, c'était lui. Donc il allait prendre sa défense en conférence de presse. Moi, j'ai déjà été son avocat. Et là, par contre, rien n'est inventé là. Tout est réel. Et donc, oui, d'accord, ça c'est vrai. Non, tout est vrai. Et donc, le fait que même ils ont proposé... Enfin, ils voulaient lui proposer un autre nom, etc. Non. Alors du coup, ça c'est... En fait, dans le livre, on apprend aussi la tradition du Père Noël en Russie qui est différente du Père Noël français. Déjà, il est habillé en bleu, il s'appelle différemment. Donc Poutine explique tout ça, mais il explique aussi cette vraie affaire. Grand-père Gel, hein, c'est ça. Ouais, c'est la traduction, c'est Grand-père Gel. Ouais. Et donc il se balade en calèche et pas en traîneau avec des rennes. Et Poutine raconte cette affaire. Il explique que si cet avocat n'a pas eu de cadeau, il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'il n'a pas été assez sage. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore eu le jugement dans l'affaire. Mais tout ça, tout est vrai. Toutes les déclarations de Poutine sont vraies. Après, il s'est dit, en plus, le rouge, quand même, ça va pas chez nous, c'est la couleur du Coca-Cola. Et puis, ça grossit. Ouais, bon, ça fait de la publicité pour l'obésité morbide des Américains. Oui, ça, c'est peut-être inventé. Mais oui, donc on apprend un peu l'histoire du Père Noël russe. En fait, dans le livre, j'essaie de présenter soit le droit autrement, en voyant faire un conseil, mais aussi le Père Noël autrement. Et le Père Noël autrement, absolument. C'est pour ça que c'est très drôle. Alors, après, il y a aussi les experts qui témoignent. L'inspectrice du travail qui dit l'atelier du lutin est loin d'être aux normes. Hein. C'est vrai. C'est pas terrible. Le vétérinaire, alors c'est lui qui dit les rennes travaillent beaucoup, mais enfin, il travaille que 24 heures. Alors ça, du coup, je me suis basé sur une vraie thèse vétérinaire sur les rennes, pas les rennes du Père Noël. Ouais, donc il y a le rapport de l'expert vétérinaire. Derrière l'humour, évidemment, tout ça est... Et mon beau-père étant vétérinaire, je lui ai demandé beaucoup de conseils. C'est lui, en fait, qui est le vétérinaire de Rennes. Ouais, exactement, qui va au pôle Nord et qui écrit son expertise. Et il y a aussi une expertise de médecins qui font l'état de santé du Père Noël. Alors oui, il devrait être mort depuis longtemps. Hein. Complètement. Et alors ça, c'est basé sur une vraie étude universitaire de médecins de la faculté justement de l'UVSQ qui ont fait le dossier médical du Père Noël, qui ont vu quelles pouvaient être ses pathologies médicales en fonction de ses conditions de travail. Et c'est hyper intéressant. Par exemple, il explique qu'il devrait avoir un cancer de la peau et un mélanome depuis longtemps, puisque le traîneau évoluant
au-dessus de l'atmosphère. Il n'y a pas l'atmosphère qui bloque les rayons cosmiques, donc il devrait développer un cancer. Aussi d'importants problèmes de peau et de sudation, parce qu'il fait sa distribution le 25 décembre en tenue de pôle Nord, mais dans l'hémisphère sud, il fait chaud, c'est l'été, donc du coup, c'est pas du tout adapté à son travail. Et voilà, plein de trucs comme ça. Puis aussi des problèmes après de surpoids, d'obésité, de diabète et tout, puisque dans chaque maison, il prend un verre de lait puis des cookies. Oui. Et d'alcoolisme aussi, parce que dans certains pays, c'est pas... On met un peu d'alcool. Ouais, c'est un peu d'alcool dans la cheminée. Ouais. Et donc, tant qu'on pensait que c'était les parents qui buvaient ce petit verre de cognac dans les pays anglo-saxons qui est dans la cheminée, ça allait. Mais maintenant qu'on sait que le Père Noël existe vraiment et qu'ils les boit tous, ça pose quand même un problème. Et aussi sur l'état d'alcoolémie quand il conduit le traîneau. Bien sûr, oui, c'est ça, parce qu'il conduit en état d'alcoolémie. C'est un vrai... Hein, Oui, oui. Et alors ça, on peut tous en parler, il y a aussi les psychanalystes qui sont interrogés et qui disent le Père Noël prépare les enfants aux futures castrations sociales. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à 6 ans ou 7 ans, quand on apprend que... Peut-être pas sûr. C'est vrai que ça peut, non? Oui. Moi, j'aurais une question. Oui, bien sûr. Le Père Noël est censé apporter les cadeaux à partir de minuit. Donc, beaucoup d'enfants guettent minuit pour avoir les cadeaux. Mais comment fait le Père Noël pour, à minuit, distribuer tous les cadeaux à minuit après Alors, c'est grâce au décalage horaire. Parce que Voilà, ouais. grâce aux différents fuseaux horaires, ça lui laisse en fait un peu plus de... ça lui laisse 24 heures. Mais là, ça pose problème d'ailleurs dans le procès, parce qu'il y a un dispositif spécial anti-magie du Père Noël pour qu'il soit dans le box des accusés et qu'il puisse pas s'échapper grâce au lutin. Tout a été vraiment pensé par cette cour d'assises spéciale. Et alors, je cite une phrase des psychanalystes qui me fait rire. Les parents obligent l'enfant à rentrer dans une logique phallique du Père Noël qui passe par le cheminée, qui représente évidemment le phallus, à l'issue duquel attend le lait. Hein? Ah oui. Alors là, j'ai pris, je dois être honnête aussi, j'ai confronté un peu à toutes les sciences et aussi aux pseudosciences avec la psychanalyse. J'ai pris quelques articles qui sont absolument lunaires et donc j'en ai fait un témoignage de psychanalyste inventé qui s'appelle Jacqueline Lacancre. Et donc, du coup... Oui, Jacqueline Lacancre, oui, c'est ça. Et donc voilà. Mais alors, c'est complètement un patchwork de ce que j'ai pu lire sur les interprétations psychanalytiques du Père Noël. Et donc voilà, c'est un autre témoignage d'expert. Et il y a aussi, oui, voilà, ce que disent les psychanalystes, le mythe du Père Noël s'écroule environ à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire à la fin du stade phallique. Mais oui, justement. Hein. Complètement. Ouais. L'âge de la raison, oui. Exactement, ouais. C'est terrible. C'est vrai que c'est vrai que c'est une question que se posent tous les parents. Est-ce qu'il faut parler du Père Noël? Enfin, Comment annoncer que finalement. Ouais. Et en fait, tout le monde est ravi quand même, non? Enfin, la magie opère quand même. Hein. Vous avez cru longtemps, Pancho? Je pense. Jusqu'à Non, cette mais. émission, Il croit encore, non, peut-être. au début, j'ai une gaffe. Oui, de quoi faire. Non, mais c'est à l'école qu'on apprend. À l'école, moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de débats. C'est pas les parents. Mais non, ça n'existe pas. D'autres qui disaient, mais si. Ben non, justement, à l'école, moi, je me souviens de ces débats entre ceux qui disaient ça n'existe pas, d'autres qui disaient, mais si, ça existe. Je l'ai vu. Mes parents ont eu des problèmes parce que j'avais dit en CP qu'il n'existait pas et donc des parents étaient venus se plaindre à mes parents qu'il fallait que je me taise. Ouais, c'est ça. Et je suis pas sûr que les Pères Noël de supermarché ça fasse beaucoup pour la légende du Et j'ai l'impression qu'on en voit un peu moins, mais je sais pas, peut-être que je suis mal promené. J'en ai vu, hein. Non, il à Vélizy, dans le 78, à Vélizy 2, ouais, un Père Noël de supermarché toute la journée. Alors, donc il y a ce procès et on en vient au réquisitoire du procureur. Hein. Ouais, à la fin, donc lui. À la fin, on peut donner la réquisition ou pas? Allez-y, oui, si vous voulez, je me rappelle plus. 13 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de période de sûreté, durant laquelle il ne pourra pas demander d'aménagement de peine, 500 000 euros d'amende, et enfin, concernant le dédommagement des victimes, 2 500 euros par enfant, puisque l'association qui a produit le calcul a estimé à 5 000 euros le montant à verser par enfant. Ah oui, parce qu'il y a aussi des parties civiles qui viennent, donc une association victime de Noël qui représente tous les enfants victimes de ces jouets défectueux, en fait. Ouais. C'est vrai, hein, quand même, 10 ans de sûreté, quand même, enfin 13 ans, hein, ça fait beaucoup quand même. Ouais. L'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant est abîmé. Et l'avocate dit « Acquittez le Père Noël, ou vous n'oserez plus jamais regarder en face vos enfants le 25 décembre au matin, lorsque le sapin ne trouvera plus à son pied un seul cadeau. » Ouais, c'est la réquisition finale de l'avocate. Oui, c'est la fin de la plaidoirie. Et ensuite, il faut passer au vote. Voilà, et après, il faut passer au vote. A priori, comme ça, vous acquitteriez ou condamneriez le Père Noël?
Elsa, Moi, je ne quitterai. Oui, moi aussi. la quitterait. Oui, oui, Ouais, quitterai. bien sûr. Ah oui, acquittement Oui, oui. Je pense. unanime. ensemble. Hein. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez? La sentence est un peu dure quand même. Alors, en fait, vraiment dans le livre, le lecteur est placé en position de juré. Donc à la fin, il y a un QR code, il se connecte au site du livre. En Oui. fait, c'est lui qui vote Absolument. pour décider de la culpabilité ou non du Père Noël. En fait, j'essaie de refaire un peu ce que faisait Robert Hossein sur scène, Oui, en faisant voter le public à la fin. Bon, c'était des reconstitutions de procès historiques, mais là, c'est un peu le même concept. Donc, et donc les lecteurs, les jurés, par contre, décident très précisément s'il est coupable ou non coupable pour chacun des chefs d'inculpation et fixent ensuite la peine, prison ferme ou avec sursis. C'est aussi une possibilité. On peut quand même le condamner juste à la prison avec sursis pour le pouvoir laisser libre, en liberté pour qu'il puisse distribuer les cadeaux cette année. Et ensuite, on peut fixer l'amende et décider des mesures complémentaires. Donc, soit l'indemnité pour les enfants et aussi, si jamais il est coupable d'actes de cruauté envers les reines, le placement des reines à la SPA. Ouais. Voilà, oui, il y a des mesures. Mais c'est vrai qu'il y avait un vrai débat dans les pièces de Robert Hossein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, Marie-Antoinette a toujours été acquittée, par exemple, par les gens qui regardaient la pièce. Et moi, avec un copain qui était critique de théâtre, on se disait, mais c'est idiot, il faut voter la mort. C'est le seul moyen, c'est le seul endroit où on peut voter la mort de quelqu'un sans évidemment rien risquer, sans que cette personne ne risque rien. C'est vrai que Robert Hossein disait qu'à chaque fois, parce que la fin de la pièce changeait en fonction du résultat du vote du public, mais il était toujours identique. Le résultat était toujours identique, c'était toujours l'acquittement. Enfin, je sais que Marie-Antoinette n'a jamais été condamnée, par exemple. Même dans les autres procès historiques sur Et d'autres Louis XVI, affaires, je ne sais pas s'il y a eu Louis XVI, mais des affaires de tueurs. Non, mais le pullover rouge, je crois, et tout. Pareil, il était toujours acquitté aussi. C'était toujours ça allait toujours dans le même sens, je me rappelle. Mais là, non, faut voir. Donc du coup, il n'y a pas la fin du, il n'y a pas le jugement du Père Noël. Il n'y a pas le jugement. Là, Pour connaître le jugement, il faut aller jusqu'au bout de l'expérience et voter, et ensuite valider son vote. Et là, on accède aux résultats des autres lecteurs. Donc pour l'instant, ça vient de commencer, donc on ne sait pas tellement encore. Mais c'est un vrai procès populaire. Un vrai procès, voilà. Donc c'est un moyen de parler du droit de manière ludique, amusante et. Merci. Et passionnante, parce que c'est vrai que, qu'on le disait, hein, il y a toutes les références à des arrêts, à des textes de loi. Non, c'est bien. C'est marrant. Hein. Ah oui, moi je trouve ça passionnant. Merci je découvre et je suis émerveillée. C'est original. Et puis en plus, je viens d'apprendre, vous avez étudié dans la faculté où j'enseigne, et je me dis, mais c'est super, ces étudiants qui ont une imagination. Comme étudiant. Mais voilà, c'est ça, je ne vais pas le dire. Je savais. Comme prof de liberté fondamentale en plus, donc c'est en lien avec les deux livres. Avec ça les me deux réjouit. livres. Je me dis, mais Avec ces étudiants ont les deux une livres. imagination incroyable. Parce qu'on a eu des bons profs. On ne sait pas. Voilà. C'est bien, c'est sympa. Derrière les ordinateurs, on les voit noter, et puis on n'imagine pas que finalement, tout ce qui se met en place, moi je suis ravie. Merci. Alors on va entamer maintenant le voyage au cœur des combats pour nos droits et de nos libertés. Avec ce livre, on va parler des libertés, des hommes, des femmes, nos libertés. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est un livre qui est à la portée de tous. C'est pas fait. C'est fait, les juristes peuvent le lire, mais les non-juristes peuvent aussi le lire. Hein, c'est ça que vous avez voulu faire. C'est ça, on espère. On a voulu faire un peu découvrir le droit aussi au grand public. On dit toujours nul n'est censé ignorer la loi, et finalement on se rend compte que on la connaît pas bien. Et vraiment, c'est cette envie-là qui nous a porté tous les quatre, c'est de rendre accessible le droit et surtout nos grandes libertés, nos droits de l'homme dont on jouit tous les jours. Certaines sont fragilisées, limitées, mais de les comprendre. C'est vraiment l'objectif premier de ce livre. Oui, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller et de venir, c'est la liberté de disposer de son corps. Enfin, c'est ça, toutes les libertés. Les grandes libertés. Et alors, comment est venue l'idée de travailler, il y a Laura El-Maki avec vous, hein, alors, vous avez déjà travaillé avec Elsa, je crois. Alors, on a déjà travaillé ensemble avec Elsa sur des albums jeunesse. Aussi, non et avec Pancho aussi, sur un album qui s'appelle Dracula et moi, que Pancho avait participé à l'illustration avec Elsa. Donc, on a déjà travaillé ensemble, on se connaît déjà. Mais comment on se dit, tiens, on va illustrer un livre sur les libertés, c'est pas...
en soi, comme ça, c'est pas évident quand on dit ça comme ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est parti voilà, tout est né à la faculté de droit, donc mes cours sur les libertés fondamentales, donc l'envie, comme on l'a dit, de faire connaître le droit au grand public. Et puis avec Laura Elmaki, on avait monté un séminaire il y a déjà pas mal d'années de droit et de littérature où on a commencé un dialogue. On a voulu montrer comment tous les artistes, les écrivains, au fond, ont façonné nos grands droits. Donc tout est parti de là. On a voulu ensuite poursuivre ce dialogue avec Laura, raconter donc cette histoire des libertés, et ce qui a été important pour nous, c'est d'essayer de montrer au fond quels sont les hommes et les femmes derrière nos grands textes. Voilà, il y a plein de grands textes, on a la Déclaration des droits de l'homme, on a les libertés d'aller et venir, on a le droit à l'éducation, la liberté d'expression, etc. Et quels sont les hommes et les femmes qui ont œuvré pour que ces droits existent et pour qu'on puisse aujourd'hui s'exprimer, ne pas, on a parlé de la peine de mort, ne plus subir la peine de mort, etc. On va voir qui sont les figures au fond de la liberté. Et alors, juste pour répondre, Patrice, à votre question, en fait, pour incarner ces hommes et femmes, pour que ces hommes et femmes aient de la chair, pour qu'ils existent vraiment, il fallait les peindre et les illustrer. Voilà, j'admire beaucoup le travail d'Elsa et Pancho, et voilà, c'était une évidence. On va en voir quelques-uns ou quelques-unes de ces figures de la liberté, justement. Alors, voilà. Vous pouvez commenter, ça c'est Hannah Arendt, et ça c'est Elsa. Oui, Elsa. Oui. Moi j'ai fait donc les portraits en couleur, et donc voilà, Hannah Arendt, on a toujours l'image d'une femme déjà d'un âge un petit peu avancé dans sa maturité, et voilà, moi j'ai voulu montrer une Hannah Arendt, la jeune femme, la jeune fille même qu'elle était, et qui déjà portait en elle ces combats-là. Donc avant d'être la femme qu'elle a été cette jeune femme. Et voilà. Alors, elle est connue pour cette on appelle la banalisation du mal. C'est ça son. Oui, c'est une femme qui est expulsée d'Allemagne par les nazis, donc qui est une juive allemande, qui va se réfugier d'abord, qui va venir en France, qui va ensuite être exilée aux États-Unis, qui d'ailleurs restera apatride. Ça aussi c'est intéressant. Donc elle est vraiment la figure pour nous de la liberté de l'exil. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup réfléchi à la question du totalitarisme. Elle a voulu le théoriser, les origines du totalitarisme. Elle a une liaison avec Heidegger. Avec Heidegger, qui était son professeur. Qui a été aussi militant nazi. Et qui a beaucoup... Oui, c'est ça, qui a été très militant nazi, et qui a été pour elle un traumatisme. En même temps un immense philosophe. Philosophe. Et Hannah Arendt, elle a notamment écrit aussi beaucoup sur le procès d'Eichmann à Jérusalem, où elle va montrer que Eichmann, qui est l'un des responsables de la solution finale, quand même, elle va montrer que finalement c'est un homme banal. On aurait voulu voir un monstre en lui, et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est que avec ces grands criminels. C'est la banalisation. C'est ça. La banalité du mal. C'est-à-dire qu'en effet, c'est des gens qui disent « mais moi j'ai obéi à un ordre qui m'était donné ». C'est typiquement le totalitarisme, ça aussi, Manchou. C'est un alibi, oui, qui permet le totalitarisme. Ça permet, c'est ça. Lanzmann expliquait très bien ça, c'est-à-dire que personne n'est totalement responsable de ce qui se passe. Il y a celui qui amène le gaz, il y a celui qui amène qui fait en sorte que le train soit à l'heure, ce qui fait que personne ne se sent directement responsable de la barbarie, quoi. C'est ça, en partie. D'autre part, les problèmes, c'est les gens qui s'habituent à ça et c'est prêt à ça. Je veux dire, parce que tout le monde le fait. Oui, c'est ce qu'on fait. Et alors, on y va. Et c'est un des dangers que je crois qu'aujourd'hui ça peut exister, qui peut exister aujourd'hui justement quand on a la tentation de chercher l'homme fort, la femme forte. Absolument. Et les régimes autoritaires. Et on s'est prêt à permettre que ça existe. On est complice de tout ça. Ouais. On peut peut-être regarder un deuxième visage de... Alors le quiz, qui est-ce? Ça, c'est César, non? César Beccaria. C'est un de mes chouchous, celui-ci, parce que je le connaissais pas du tout. Oui, voilà. Il faut dire, les juristes le connaissent parce que c'est un peu le fondateur du droit pénal moderne, on pourrait dire ça comme ça, pour aller vite. Mais c'est pas, il est connu peut-être en Italie plus qu'en France, mais sans doute.
Hein, En tout cas, en France, c'est vrai qu'à part le cercle des juristes, on ne connaît pas bien. Et pourtant, il a été le premier à lutter contre la peine de mort, dont on parlait à l'instant. Donc c'est un précurseur. Robert Badinter au début de l'émission. Voilà. Mais voilà, le premier qui a lutté contre ça. Et qui s'est beaucoup inspiré de Montesquieu, quand même. Il a beaucoup lu Montesquieu aussi sur la modération de la peine. Il va y avoir aussi des lettres qui vont être écrites entre eux. Le fait que la peine soit ajustée au délit. Enfin. En tout cas, c'est très émouvant d'avoir à portraitiser des hommes comme ça. On se dit, mais voilà. Où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration, des modèles Alors, c'est très difficile parce qu'on est obligé de se documenter. Hein. Nous, avec Pancho, notre volonté, c'était d'être fidèle à ces figures. Tout en mettant notre propre interprétation. Et oui, quand on a Césari Beccaria à dessiner, il n'y a pas de photo à l'époque. Hein. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. C'est quoi C'est Siècle des Lumières, on est au tout début. Oui, ça. Oui. Voilà, donc on se réfère à des peintures. Dans les années 1800, quoi. Exactement. On se réfère à des peintures et des peintures qui sont pas en grand nombre. Hein. Donc j'ai eu très très peu d'éléments pour Césari Beccaria. Voilà, donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais trouvé. Et la plupart des choses qu'il y avait sur lui, c'était assez sombre. Enfin, je veux dire, des peintures assez sombres. Et donc moi, j'avais une volonté justement de faire quelque chose de très clair. Voilà, d'être dans la clarté. C'était le fil conducteur de tous mes portraits. Mais voilà, quand on portraitise quelqu'un, on sent un peu l'âme de la personne, on sent si c'est quelqu'un de bon. C'est beau, ces dessins. Et il fait partie de... Oui, on peut dire des dessins. Oui, des dessins, oui. Il fait partie de ces portraits où on sent la bonté dans la personne, quoi. C'est pour ça que j'ai un attachement particulier à ce portrait-là. Et bien sûr, la peine de mort, on pense toujours à Robert Badinter. Mais il y a des précurseurs. Voilà, comme disait Robert Badinter dans son discours, je le dis, je crois que vous le citez, oui, tout à fait. Je le dis doucement. Il disait, mais la France est le dernier pays à maintenir la peine de mort. Oui, en Europe, oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que c'est un peu le grand-père de... Oui, voilà. En fait, ce qu'on a voulu montrer aussi dans ce livre, c'est que ça vient de loin parfois. C'est les filiations, c'est vraiment ça qui nous a intéressés. On a essayé de créer ça. Parce qu'il y a aussi un portrait de Badinter, d'ailleurs, dans le livre, évidemment. Ce chapitre, se termine avec Robert Badinter. On voit le combat qu'a dû mener Robert Badinter et à quel point ça a été difficile. On imagine à cette époque-là. Parce que ça devait être... Oui, ce que c'était, absolument. Où là, la vie de l'homme, avait un moindre prix qu'elle n'a probablement. Oui, on n'était pas d'accord avec quelqu'un, on faisait un duel. Voilà. Bon, la mort était. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. Donc, mener ce combat-là à une époque, au XVIIIe siècle, ça devait être. Fallait être costaud, je pense. Hein. Un autre portrait Ah, bah oui. Là, on le reconnaît, évidemment, Simone Veil. Le droit de disposer de son corps, hein, c'est un rapport avec la loi sur l'IVG. Exactement, et oui, c'est vrai que la question du corps des femmes est très présente dans le livre, mais pas seulement du corps des femmes, hein, du corps en général. Mais c'est vrai que ce sont souvent c'est plus d'abord le corps des femmes qui a été malmené dans l'histoire, qui est un objet véritablement politique. Et on a des figures assez classiques maintenant, pourrait-on dire. Simone Veil, son combat pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui d'ailleurs en France est heureusement beaucoup mieux protégé et assez bien d'ailleurs, hein, même s'il y a encore... Et qui pourrait passer dans la Constitution, hein, par exemple. Oui, moi je suis un peu étonnée de voir ces débats-là, parce qu'on a cette question qui se pose bien sûr aux États-Unis, et le droit était absolument malmené. Ça vient de la remise en cause des États-Unis par la Cour suprême, quand même. Exactement, mais aux États-Unis, c'est un droit qui est posé avec beaucoup de fragilité, hein, quand il existe, même s'il est aujourd'hui remis en cause dans un certain nombre d'États. Est-ce que ça changerait quelque chose? On va pas revenir dessus. Il y a peu de risques qu'on revienne dessus en France. Heureusement, en France, c'est un droit qui est de mieux en mieux protégé. D'ailleurs, l'année dernière, on a porté de 12 à 14 semaines le délai pour procéder à un avortement, puisqu'il faut... il ne suffit pas de consacrer un droit, mais il faut le rendre concret, et ça fait partie de la concrétisation des choses. Et heureusement, en France, il est de mieux en mieux protégé, ce droit. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un débat j'ai l'impression que le Parlement pourrait se centrer sur d'autres choses qui sont vraiment fragilisées, en danger. Je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet... adapté par le Sénat. Donc, voilà. Je pense qu'il y a d'autres sujets de droit des libertés, à mon avis,
qui sont vraiment fragilisés. Je ne crois pas qu'en fragilisés. France, et heureusement d'ailleurs, je ne crois pas qu'en France il y a Alors, un autre fragilisation. On continue. Alors, ça c'est, il faut dire que c'est George Orwell. Magnifique dessin aussi. C'est vous? Ah non, c'est pas Non, c'est pas tout. Hein. Oui. Oui, les noirs et blancs, c'est moi, et les couleurs, c'est Elsa. Oui, c'est vrai qu'il y avait des magnifiques boucles d'oreilles de Simone Veil. Hein. Oui. George Orwell, ça, c'est important. Enfin. C'est très important et c'est un peu prémonitoire. Et non, et j'ai ayant vécu ce que j'ai vécu auparavant, dans un pays où on ne croyait pas que les choses pouvaient changer, et je suis un tout petit peu plus pessimiste que Nathalie, oui, au sujet des droits acquis. Non, parce que ça peut arriver. C'est vrai qu'il vaut mieux consacrer les droits tant qu'on peut. Oui, non, et d'autre part, on n'est pas à l'abri en France qu'il puisse avoir un gouvernement autoritaire dans quelques années qui puisse mettre en cause l'abolition de la peine de mort et puisse mettre en cause les droits à l'avortement. On n'est pas à l'abri. Il suffit de regarder ce qui se passe en Italie. Oui. Aujourd'hui, alors je ne sais pas s'ils vont revenir. Enfin, il y a dans le gouvernement italien des gens qui sont absolument contre le droit à l'avortement, notamment. Oui. Alors je ne sais pas si. Quand même, ce qui nous protège en France par rapport à tous ces pays, c'est la laïcité, c'est notre modèle particulier, et grâce à ce principe qui lui aussi est fragilisé, malheureusement, mais c'est aussi ce qui permet, en séparant le religieux du politique, de se protéger justement de ces tentatives de fragilisation. Et c'est pas la même chose en Italie, c'est pas la même chose aux États-Unis. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu... Excusez-moi Nathalie, un mot, pourquoi George Orwell dans le livre sur les libertés alors ? Alors, c'est le dernier chapitre déjà de notre livre, on a terminé ce livre sur un droit qui nous est vraiment cher. Je crois que je peux parler au nom de tous les trois et de Laura, quatrième, qui n'est pas là aujourd'hui, mais le droit à l'intimité. Il nous semble que c'est l'un des droits qui est les plus fragilisés aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, voilà. Alors, les fragilisations, j'ai l'impression qu'elles viennent pas tant de l'État, même si elles existent. Il y a la vidéosurveillance, il y a quand même beaucoup à dire, mais on a quand même l'impression que c'est encore plus insidieux que ça, parce que au fond, on a un certain nombre de grandes entreprises, les GAFAM, et puis surtout la servitude volontaire. C'est ça, nous, qui nous épate. Et on est tous avec notre troisième main, le portable, dont on peut pas se tout le monde dit ce qu'il fait tous les jours sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Et on le fait de notre propre chef. Oui, c'est ça, on se condamne nous-mêmes. On se condamne nous-mêmes, et nous, c'est vrai que c'est un sujet dont on discute beaucoup, qui nous paraît vraiment très important. Vous aussi dans le livre, c'est vrai qu'il y a la lutte contre le terrorisme qui permet des lois parfois un peu spéciales, qui sont peut-être assez invasives sur la vie privée. C'est vrai, alors c'est compliqué, je dirais, jusqu'où il faut aller pour se protéger. C'est vrai que c'est des problèmes sur lesquels on peut discuter, en tout cas. Oui. Exactement. Non. D'un côté, il y a ce qui peut provoquer un gouvernement autoritaire, mais aussi ce qui peut provoquer les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre Facebook. Au début, c'était justement pour... c'est pour ça que ça s'appelle Facebook. Contre la désinformation, contre le complotisme et tout ce que... je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais je veux dire, c'est bien que ça existe, mais le problème, c'est les effets secondaires de tout ça. Et la façon... J'avais fait dans un autre livre précédent un dessin que c'était un personnage qui parlait au lecteur et qui disait, c'était une espèce de bande dessinée, qui disait que dans notre société, il y a des gens qui sont condamnés à porter un bracelet électronique et ça permet de connaître les moments, savoir où ils sont à tout moment, etc., etc. Et ils sont condamnés à utiliser ça. Et la personne disait, vous avez un téléphone portable et ça permet de vous suivre partout, de savoir en plus... vos emails, vos appels téléphoniques, vos SMS, c'est bien plus effectif qu'un bracelet électronique. Oui. Personne ne vous a condamné, vous êtes condamné toute seule. Mais vous avez tout le monde sait où vous êtes. Et... Oui, d'ailleurs, c'est incroyable, dans les enquêtes policières aujourd'hui, on trouve la traçabilité des portables permet de savoir si les personnes, comme personne
si vous voulez commettre un bon délit, il faut séparez-vous de votre portable. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on ne les dit pas trop, mais même les conversations, on les connaît. Et Orwell, avec son grand front, comme Pancho l'a dessiné, immense, ses yeux, ce regard qui est intransigeant, moi je trouve qu'il nous regarde, il nous met en garde. Et il peut nous faire peur, dessin. Non, mais il aurait dit à un moment donné, tout ça peut peut-être s'éviter, les sociétés qu'il a décrites, mais il faut être vigilant, ça dépend de vous. Voilà. Ça dépend de vous tous, ça dépend de nous. Voilà, ça dépend de si on consent Exactement. ou pas. Voilà. Oui. Autre visage, on en a quelques-uns, on a pris quelques-uns comme ça. Alors, oui, c'est aussi un dessin de Pancho, et c'est un peu mon frère, enfin, c'est Cabu. Cabu, oui. C'est la liberté d'expression, là. Exactement, et c'est Cabu que ça m'a touché spécialement faire son portrait parce qu'on se connaissait depuis très longtemps. Ouais. On se voyait tous les lundis au Canard enchaîné quand tous allaient donner leur dessin, mais en particulier on échangeait avec lui. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait finir comme ça. Il allait être victime de cet attentat. Oui, c'est vrai que là aussi, c'est vrai que c'est un droit dont on pouvait penser qu'il était acquis, la liberté d'expression dans un pays comme la France. Et on a vu en 2015 que c'était pas aussi simple que ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est que pendant tout l'Ancien Régime, on va dire qu'on est, pour résumer, sous le régime de la censure. Ouais. À partir de la Révolution française, et surtout à partir de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la liberté est consacrée. C'est un des régimes les plus libéraux en France qu'on ait sur la liberté d'expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire sur l'intimité et le droit au respect de la vie privée. La censure, elle est plus tant étatique qu'insidieuse et venant de groupes dans la société, qui peuvent être des groupes économiques, des groupes religieux, des groupes qui veulent aussi limiter la liberté, puisqu'on a des artistes ici, des groupes qui veulent limiter aussi la liberté de création artistique. On le voit dans la littérature, dans la chanson, dans le théâtre, dans le cinéma, et bien sûr la question du blasphème aujourd'hui, et la question de la religion très prégnante qui fait que certains vont empêcher les dessinateurs de presse, les journalistes de faire leur métier au nom de la défense d'une religion, de la religion. Et c'est très très problématique, c'est très inattendu, ça montre que rien n'est jamais acquis. Enfin, je veux dire, quand on a découvert ça, évidemment, la question des caricatures de Charlie a posé le problème très nettement. Mais Assassinat de Samuel Paty aussi. Oui, mais au début, ça s'est réglé au tribunal. C'est ensuite qu'il y a eu les attentats et... Non oui, enfin, on a vu monter les choses quand même à partir de la fin des années 80. Mais ce qui est terrible aujourd'hui... Vous avez raison de parler de Samuel Paty. Et ce qui est terrible aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est que finalement les intellectuels et les artistes, et puis finalement les enseignants, et puis tout un chacun finissent par s'auto-censurer. Et j'espère qu'on n'arrivera pas à ça. Il y a le problème de l'autocensure, c'est vrai. Est-ce que, par exemple, quand Elsa, peut-être moins, parce que vous êtes moins dans le dessin de presse, mais Pancho, ça vous arrive de vous dire non? Non, et c'est que j'ai vécu en Uruguay avant la dictature. Il y a eu une espèce de processus de limitation des garanties universelles et tout ça. Ouais. C'était l'état de siège que Costa Gavras a filmé dans son film. C'était en Uruguay. Ouais. C'était ce là. Ah oui. Alors déjà, il y avait la censure. Déjà, j'étais dessinateur de presse. J'avais la responsabilité d'un hebdomadaire qui avait la place du monde dans la société uruguayenne. Alors, il fallait continuer à dire des choses, et même s'il y avait la censure, de façon que le public, les lecteurs puissent les comprendre. Alors on ne disait pas tout, mais on jouait avec la complicité. Mais on ne renonçait pas à les dire, on trouvait d'autres façons de les dire. Oui, moi, frontal, c'est ça. Ah oui. C'était autocensure, entre guillemets, mais on disait les choses. Mais il fallait dire d'une façon que la publication ne puisse pas être fermée. Oui. Alors on va s'interroger peut-être un dernier alors voilà le visage. Je crois qu'il vous est cher, Nathalie.
Oui, j'aime beaucoup cet écrivain. Kamel Daoud. Kamel Daoud, qui est un écrivain algérien, qui vit en Algérie, qui est également journaliste et qui a écrit des livres magnifiques, notamment Meursault contre enquête, qui est un livre qui reprend le livre d'Albert Camus, L'étranger, mais vu par celui qui est décrit dans L'étranger comme l'arabe. Et donc lui va reprendre ce livre, mais avec les yeux de la victime, qui s'appelle là, voilà, exactement. Donc c'est un très grand écrivain et c'est aussi quelqu'un qui a évolué aussi dans sa pensée, non? Qui a évolué dans sa pensée, qui a au début été plutôt lié à des théories plutôt islamistes et qui a beaucoup évolué justement et qui aujourd'hui est un des grands défenseurs de la laïcité, du corps des femmes, de la libération du corps des femmes, notamment en Algérie. Il écrit toutes les semaines dans Le Point des chroniques qui sont passionnantes et il fait partie parmi beaucoup d'autres figures parce que voilà, il y a beaucoup d'autres figures qu'on cite, mais c'était bien de César Beccaria à Kamel Daoud, c'est-à-dire du siècle des Lumières à aujourd'hui. Hein. Pardon ? Ce que je trouve dans le livre qui est intéressant par rapport à sur les libertés, c'est que je l'ai lu, plus. c'est mon exemplaire que j'avais. C'est qu'il y a des droits et libertés qui sont un peu moins traités, comme le droit à l'environnement sain ou à l'éducation aussi. Et ça, c'est vraiment super. Et là, il y a le droit à l'environnement, en effet, hein, qui est aussi une liberté. Oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on se concentre souvent sur notamment sur les libertés d'expression. Et du coup, c'est vraiment accessible à tout un. Et même pour les juristes, on découvre différemment d'autres droits et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé Kafka et tous les parties sur. Même André Gide, souvenir de cour d'assises, qui a pas parlé du Père Noël, mais qui aurait pu. Kafka aurait pu intervenir dans le procès du Père Noël un peu. Allez, on va se poser une question pour terminer. Le droit est-il partout ? Je reviens peut-être sur les libertés. Vous distinguez, on l'a dit, hein, des catégories de liberté, parce que vous en parliez, justement le droit à l'environnement, mais donc on parlait du droit de la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, la liberté de disposer de son corps. Enfin, alors c'est vrai qu'on peut les distinguer, mais au fond, est-ce que la liberté, c'est pas un tout quand même ? Je me disais, est-ce qu'on pourrait avoir un pays où on n'aurait pas la liberté d'expression, mais on pourrait avoir la liberté d'aller et de venir ? Non, tout est lié quand même, non ? C'est une question difficile, Patrice, que vous nous posez. Mais en effet, c'est vrai. J'ai l'impression quand même. Je ne vois pas un pays qui pourrait restreindre juste une liberté. Et si on en restreint une, on restreint les autres, il me semble. Non ? Tout à fait, c'est un système. Je pense. La Russie, c'est justement à ce moment un exemple d'un pays où toutes les libertés sont confisquées. On ne peut pas dire que c'est une guerre, on peut rien dire, on ne peut pas dire qu'on est contre Poutine. Voilà. Tout est contre la religion. Voilà, on ne peut rien dire. Donc, et on ne peut pas se déplacer. Exactement, oui. Donc, mais il me semble que tout est lié. On a un système, c'est vrai que toutes ces libertés se répondent, de toute façon, elles se font écho, hein, elles sont vraiment en permanence en équilibre. C'est un jeu c'est une dialectique. Oui. Et c'est comme un puzzle aussi, ce qu'on a voulu montrer dans ce livre. Tous ces hommes et ces femmes se répondent, toutes ces libertés et ces droits se répondent. Et on a la chance, dans le pays dans lequel on vit, d'avoir quand même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, on a parlé de la dignité des personnes détenues, enfin il y a beaucoup de choses à faire aussi sur le plan de l'éducation, sur le droit à l'environnement, mais quand même on a un certain nombre de libertés qui existent aussi parce qu'elles sont toutes ensemble. Il y a la liberté d'expression parce qu'il y a aussi la laïcité et la question du blasphème. Il y a la question par exemple du droit à l'éducation parce qu'il y a l'égalité et l'égalité aussi entre les enfants riches et les enfants pauvres, les garçons, les filles, etc. Tout ça, ça fonctionne ensemble et dès qu'on bouge un élément du puzzle, ça déstabilise notre socle des libertés. On ne peut pas les cloisonner en fait. On peut pas on ne peut pas, je crois pas. Voilà. C'est vrai que c'est des droits différents et vous avez raison de les traiter différents, mais je crois que tout va ensemble. J'avais une deuxième question quand même, parce que on pourrait dire, ah oui, et vous avez raison, il y a des atteintes à certaines libertés, il faut faire attention. Et en même temps, là on voit, dans ces derniers mois,
qui est une formidable aspiration à la liberté. Je pense à l'Iran, je pense à la Chine. Ce qui se passe en Iran et en Chine, je ne sais pas si ça aboutira, peu importe, mais on voit qu'il y a quand même, et c'est un espoir, au fond, dans la jeunesse, une immense aspiration à la liberté, que quand les jeunes Chinois ont vu que, alors qu'ils sont cloîtrés à cause de cette politique imbécile du zéro Covid, ils ont vu que la Coupe du Monde de football, il y avait des stades pleins avec des gens qui étaient les uns à côté des autres et qu'on pouvait faire ça, voilà. C'est marrant que la revendication de liberté vienne du Qatar, mais enfin. mais c'est vrai, il y a quand même, on sent quoi, dans les peuples une formidable. Ça, c'est très encourageant, non? Vous ne trouvez pas? Oui, parce que c'est humain en fait. Ouais. C'est juste humain parce que être privé de liberté, c'est pas naturel. C'est aller contre l'élan de vie en fait. C'est pas naturel. Et puis peut-être que dans un monde connecté, alors vous disiez il y a du bon et du mauvais, mais il y a peut-être du bon, c'est-à-dire qu'on peut plus mettre des frontières telles que les gens ne voient pas ce qui se passe ailleurs, quoi. Oui. Non, il y a du bon. Il faut le reconnaître. Ouais. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention chez nous, mais on peut aussi être un exemple pour d'autres, quoi. Enfin, exactement. Mais il faut faire très attention parce que j'insiste, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, absolument. Vous avez raison. Moi, je suis comme vous. Oui, je suis fataliste. Optimiste. Oui. Non, je m'estime pas être optimiste du tout. J'ai du mal à m'exprimer, si je peux me permettre. C'est aussi ce qui explique ce livre, c'est que nous, bien sûr, on a l'habitude de ces libertés, on baigne dedans, mais elles sont pas tombées comme ça. Et tous ces hommes qui se sont battus pour qu'on ait ces libertés montrent à quel point c'est fragile et que voilà, l'issue d'un combat n'est jamais effectivement acquis. Raphaël Costa, on a la liberté de croire au Père Noël. Totalement, oui. Ça reste encore un droit à croire au Père Noël pour les enfants. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Alors, je rappelle, des hommes, des femmes, nos libertés, de Laura Elmaki, Nathalie Wolf, Elsa Auriol et Pancho. Voilà, vous étiez 3 sur 4. Voilà. On embrasse Laura. On embrasse. Et puis Raphaël Costa, le procès du Père Noël. Condamnerez-vous le Père Noël? Voilà, vous achetez le livre, vous devez déjurer. C'est formidable. Merci. C'est une expérience. Non, c'est 2 livres absolument. J'ai hâte de le lire. Ah ouais, on a. Voilà, lui il a lu le vôtre. Hein, c'est lui donc. C'est un bon étudiant. C'était un bon étudiant quand même. Hein. Faut venir en parler aux étudiants. Merci beaucoup et merci beaucoup. Puis à très vite pour un nouveau numéro de PAF.